Hotep, Shalom, Salam, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous vous portez au moins aussi bien que la noblesse dans le cœur d'Abou Sangaré, ou que le misérabilisme néocolonial dans le cœur de la gauche française. Bienvenue dans la librairie africaine, votre émission hebdomadaire et bien plus encore, qui répond à un impératif. Celui de tordre le cou à l'adage selon lequel, si vous voulez cacher quelque chose à un noir, vous devez le mettre dans un livre. Eh bien, en nous inspirant du parcours de Frédéric Douglass, d'Aimé Césaire et de tant d'autres, nous avons parfaitement compris l'importance de vous transmettre cet impératif. Se libérer de nos démons intérieurs, se libérer de la paresse, se libérer de la victimisation, se libérer du complexe d'infériorité, se libérer du manque d'ambition par la lecture. Mais pas une lecture passive, une lecture qui gave, non, une lecture constructive, une lecture qui s'inscrit dans une dynamique de réflexion. Voilà la mission que nous nous sommes donnée d'endosser et Dieu merci, semaine après semaine, vous répondez présent. Alors aujourd'hui, nous allons, une fois n'est pas coutume, consacrer une émission à une œuvre, mais une œuvre d'une vie, si je puis dire. Et avant de vous l'introduire, comme il se doit, je me dois quand même de présenter l'homme qui va m'accompagner pour rythmer cet échange, l'homme que l'on ne présente plus au verbe tranchant. Jadis, je l'appelais le Cicéron avec des locks. Aujourd'hui, je l'appelle plutôt Frédéric Douglass avec des locks. Frère Mbeko. Merci Herman, merci pour cette présentation. Et j'espère qu'on va faire une belle émission autour de notre invité spécial. Je n'en doute pas. Alors, avant de vous présenter notre invité, et non des moindres, plantons le décor comme il se doit. Les Africains dorment beaucoup trop. Cette phrase tonitruante, on la doit au prince du football camerounais et africain et mondial, Samuel Eto'o, qui, récemment, à l'occasion d'une interview, s'est mis à nu et a exposé son regard sur l'Afrique, et notamment son diagnostic selon lequel une forme de paresse et de passivité caractériserait un certain nombre d'Africains. Simplement, nous savons qu'il existe d'autres Africains qui dorment beaucoup trop peu, qui sont en éveil, et non contents d'être en éveil sur le terrain individuel, s'efforcent d'éveiller les leurs par des actions collectives, aussi bien sur le terrain intellectuel que sur le terrain entrepreneurial. Tellement ils ont compris que la force d'un peuple ne se trouve pas dans ses matières premières. La force d'un peuple se trouve dans sa matière grise. Et nous avons aujourd'hui l'occasion de vous présenter un frère qui a parfaitement investi la matière grise dans ses deux dimensions, intellectuelle et entrepreneuriale, le frère Valère Bellias. Sois le bienvenu, cher frère. Merci Ludovic Herman pour cette présentation, comme qui dirais-je, dithyrambique. Allez chercher le mot, la signification, si vous ne la connaissez pas, dithyrambique. C'est une bonne entrée en matière. Cher frère Valère, c'est une vraie fierté et une vraie réjouissance que de t'avoir parmi nous. Nous nous connaissons en coulisses depuis quelques mois, quelques années. Et puis là, maintenant, on va pouvoir aborder sur le terrain plus professionnel, plus intellectuel, ton parcours. On va aborder ton parcours sur le plan académique, sur le plan entrepreneurial et, in fine, ton parcours aussi dans ton action panafricaine, si je puis dire, à l'échelle de la France ainsi qu'à l'échelle du continent. Donc, commençons par le commencement, ton parcours personnel. Dans quel cadre as-tu grandi et notamment dans le cadre, quel a été ton rapport aux mots et aux livres? Très bonne question, monsieur Ludovic Herman. Alors, c'est vrai qu'au travers des activités que j'ai amenées au quotidien, surtout dans l'univers du livre, beaucoup de gens pourraient être tentés de penser que moi je suis un féru de lecture, j'adore le livre et tout, alors qu'il n'en est rien, parce que moi je perçois le livre, la lecture, comme un médicament. Sauf erreur de ma part, il y a très peu de personnes qui aiment prendre des médicaments. Du moins, si une personne adore prendre les médicaments, c'est qu'il y a un problème. Donc, dès lors qu'on prend conscience que le livre devient un médicament pour la maladie, je dirais, intellectuelle, parce que le plus gros problème de la grande majorité des gens part d'une seule chose, c'est le manque d'information. Je ne parle pas de l'information qui passe à la télé, parce que moi,
Je classe l'information en 4 catégories. Et pour moi, ce qui passe à la télé, c'est l'information dite blanche à laquelle tout le monde a accès. Et donc, quand ça passe à la télé, ça veut dire que ça ne vaut plus rien. Donc, dès lors que j'ai pris conscience du fait que le livre, c'était un médicament. Quand tu dis dès lors, à quel moment j'en prends conscience? Alors, il faut savoir que moi, de base, j'ai grandi dans un quartier populaire qu'on appelle Kondingi au Cameroun. Et la particularité de ce quartier, c'est que il abrite la prison centrale de Yaoundé. Ce qui fait qu'à chaque fois que je disais, je viens d'un Kondingi, il y a une question qui revenait très souvent, c'est tu habites à l'intérieur ou à l'extérieur? Et donc, par rapport à ça, mes journées étaient bercées par 2 choses essentielles. Les études et le football. Parce que lorsqu'on vient d'un quartier populaire, on se dit, soit on fait la sorcellerie pour gagner beaucoup d'argent, soit on devient footballeur. Okay. Les études, on se disait, bon, ça peut nous permettre de vivre décemment. Et donc, ça m'a amené aujourd'hui à faire des études en médecine. Je suis en train de faire une formation en médecine. Mais très vite, il a fallu que je tombe sur un ouvrage qui m'a permis de prendre conscience de la puissance de la lecture. Et cet ouvrage, c'était l'ouvrage de Robert Kiyosaki, que je pense que tout le monde connaît plus ou moins, Père riche, Père pauvre. Et la phrase qui m'a marqué, c'était « Les riches ne travaillent pas pour l'argent, mais ils mettent de l'argent à leur service. » Mais je mets des guillemets par rapport à cette phrase parce que lorsqu'elle n'est pas bien comprise, elle entraîne beaucoup de dérives. Il dit « Les riches ne travaillent pas pour l'argent, mais ils mettent de l'argent à leur service. » Beaucoup de gens comprennent que pour devenir, je dois d'abord mettre de l'argent à mon service. Bilan des courses, ils prennent l'argent, ils donnent à certaines personnes qui leur promettent des rentabilités folles et ils vous disent mettez votre argent ici, l'argent va travailler pour vous, allez dormir. Bilan de courses, ils se font avoir. Ils disent les riches, ça veut dire qu'ils sont d'abord devenus riches avant de mettre l'argent à leur service. Donc pour ça, ils ont d'abord travaillé. Ils ont investi en eux-mêmes. Et c'est là que je me rends compte que, bon, je lis en disant un 2e livre, cette fois-ci de Olivier Seban, qui dit l'une des plus grosses différences entre les riches et les pauvres, c'est que les riches en savent beaucoup plus sur l'argent que les pauvres. Donc je commence à me dire, ben tiens, qu'est-ce que je ne sais pas sur l'argent que je dois savoir? C'est à partir de ce moment que je me jette bec et ongle dans la lecture, non pas parce que j'aime ça, mais parce que je souhaite résoudre mes problèmes financiers dans un premier temps. Et c'est en voulant résoudre ces problèmes financiers d'abord personnellement que je me rends compte que pour résoudre ces problèmes financiers personnels, il faut que je m'intéresse aux problèmes des autres. Okay. Voilà. Et de là... Quand tu découvres à travers ces 2 ouvrages l'importance de la lecture pour t'inscrire dans une conquête financière, est-ce que dans la foulée, tu parviens à t'entourer de personnes qui partagent ce regard, ou du moins que tu peux entraîner et avec laquelle tu pourras t'inscrire dans une sorte de dynamique collective? Je pose la question parce que tu sais l'importance de l'environnement, que ce soit familial ou amical, pour mener à bien un projet. Et quand il est mal entouré, certaines initiatives peuvent tomber à l'eau, faute d'encouragement et par désespoir. Comment, toi, ça s'est caractérisé, s'il te plaît? Alors, il y a une image que j'aime beaucoup. Par le passé, bon, les plus jeunes ne sauront peut-être pas de quoi il s'agit. Par le passé, lorsque on devait faire une photo, une fois qu'on avait tiré la photo, lorsqu'on avait pris la photo, le cliché, la bande noire là, on partait faire le lavage dans une salle obscure. Pourquoi? Parce que si on partait faire le tirage dans une salle éclairée, ben, la qualité de la photo ne devait pas être au rendez-vous. Et c'est ce qui s'est passé lorsque je me lance dans cette aventure-là. D'abord, j'ai commencé à me renfermer sur moi-même. C'était de manière, c'était pas volontaire parce que je sentais qu'autour de moi, j'étais hostile, ne comprenais pas ce que je faisais. Et pour la petite histoire, lorsque je me mets à lire ce genre de livre-là, tout le monde mérite d'être riche, père pauvre, les gens autour de moi ne comprennent pas ce qui se passe. Parce que les gens ne s'entendent pas parce qu'on lit ce genre de livre, c'est d'autant plus que nous vivons dans un environnement où vouloir gagner beaucoup d'argent, c'est quelque chose qui est très mal perçu. Donc à ce moment-là, je me ressens d'abord sur moi. Je n'en parle pas tout de suite. Parce que je me dis, bon, lorsque j'essaie un peu de parler avec les uns et les autres, je sens qu'on me catégorise de bizarre. Donc, c'est ce que je recommande à tout le monde qui se lance dans cette démarche-là, donc de garder d'abord ça pour soi, d'être d'abord solide à l'intérieur, parce qu'au début, on n'a pas les arguments pour défendre ce qu'on est en train de faire, ce qu'on a vu. Parce qu'un jour, ma mère, lorsqu'elle me revoit, se rend compte que je me lance cette aventure, elle me dit, mais tu te prends pour qui? Tu crois que tu vas changer le monde? Mais à ce moment, j'avais compris qu'elle n'avait pas vu ce que moi j'avais vu. Parce qu'aujourd'hui, c'est elle qui m'appelle pour me dire que le podcast que vous avez fait là, c'est très très intéressant, tu vois.
Donc, s'il faut dire au début, non. J'étais tout seul dans mon coin. Et quand je me suis senti prêt à pouvoir en parler, à pouvoir défendre mes arguments, c'est à ce moment que j'ai commencé à partager ce que j'apprenais. Et à ce moment aussi, j'avais les réponses aux différentes objections que les uns et les autres avaient vis-à-vis de la démarche que j'avais entreprise. Et tu as dû t'enfermer dans cette solitude pendant combien de temps? Ça a duré 1 an. Ah, quand même, ok. Oui, ça a duré 1 an. Le temps pour moi parce qu'il y avait plein de choses que je ne comprenais pas. Il y avait plein de sujets avec lesquels je n'étais pas à l'aise. Je n'étais même pas à l'aise avec le fait de dire que moi, mon ambition, quelque part, c'est devenir multimilliardaire. Non pas pour être multimilliardaire parce que avoir beaucoup d'argent, c'est super intéressant. Non pas pour ça. Parce que certaines personnes sont tellement pauvres à tel point que la seule chose qu'elles ont à offrir, c'est l'argent. Ouais. Devenir multimilliardaire pour 2 raisons. La première raison, c'est de devenir sous inspiration. Parce que moi, je pourrais le dire que si on veut aider un pauvre, il faut d'abord devenir riche. Non pas parce qu'on va lui remettre de l'argent, mais parce qu'on va servir de modèle d'inspiration. Parce que les pauvres ou les immatures financièrement n'ont pas besoin d'argent. Ce dont ils ont besoin, c'est d'inspiration. Ça, c'est le premier volet. La deuxième raison pour laquelle je me suis dit, OK, en devenant milliardaire, ça peut être quelque chose d'intéressant, c'est que cet objectif me mènera à devenir une autre personne. Parce que j'ai envie de dire, ce qui est beau dans les objectifs, lorsqu'ils sont assez élevés, c'est la personne qu'on doit devenir pour atteindre les objectifs. Donc, pour atteindre cet objectif-là, il a fallu que je travaille sur mon leadership, il a fallu que je travaille sur mon élocution, il a fallu que je travaille sur mon courage, parce que le niveau de succès qu'on acquiert est intimement lié au niveau du courage qu'on a soi-même. Ainsi qu'au modèle éventuellement que l'on a. Exactement. Et quels ont été les Moi, modèles? je confirme. Quels ont été les modèles? Je confirme ta progression parce que quand on regarde tes premières vidéos, quand on regarde ce que tu proposes aujourd'hui, il y a une progression qui est phénoménale. Et sincèrement, vu que tu en parles et vu que tu le rends public, je tiens à te féliciter puisque ça se voit que tu as fait des efforts. Ça se voit que tu as travaillé sur ton accent, ta manière de présenter les choses, ta manière de soumettre tes projets. Non, mais c'est vrai. Il y a un travail qui a été fait, il faut le souligner. Et là, tu deviens de plus en plus accessible à un maximum de personnes. Avant, j'avais l'impression que tu avais une démarche qui était très, très camerounaise. Non, c'est vrai. Qui était très, très inclusive pour le Cameroun. Aujourd'hui, tu as une démarche qui est francophone. Et c'est ce que nous aussi, on a sur le plateau de la librairie africaine, raison pour laquelle je tiens à te féliciter pour cette progression phénoménale. Merci, merci. En tout cas, j'ai dit merci 2 fois parce que dans tout ça, je me suis beaucoup inspiré du travail que vous faites au quotidien. Parce que moi, je dis toujours que il y a un humoriste qui a dit si bien, c'est un marchand qu'on allait marcher, ou bien, comme Tanguy le dit souvent, celui qui sort s'en sort. D'aucuns posent la question, Balais, où est-ce que tu trouves ton inspiration par rapport aux différentes initiatives? Moi, je ne suis pas sorcier, moi, je ne suis pas magicien. Un jour, je suis allé à un événement, je suis entré pour la première fois dans votre studio. Là, ça a créé un reset dans ma tête. Je me suis dit, mais je n'ai jamais vu les choses comme ça. Et à chaque fois que je vous rencontre, il y a toujours un truc qui s'est créé. Je me dis, ah ben tiens, je n'ai jamais vu les choses comme ça. Donc, c'est pour dire que aujourd'hui, s'il y a eu ce chemin qui a été fait, j'estime qu'on n'a même pas encore commencé à travailler très, très, très humblement. C'est parce qu'on a eu des devanciers. Donc voilà pourquoi je salue votre travail. Merci. On a eu des devanciers qui nous ont inspirés. Et aujourd'hui, on essaye de faire mieux que vous. Donc moi, je vous dis, allez vite parce que nous sommes derrière. Non, mais il n'y a pas de problème. C'est tout le mal qu'on te souhaite. C'est vraiment ça. Et l'objectif, quand on travaille sur du contenu, c'est pas juste de le faire pour soi, c'est de le faire pour les autres. Et ça permet aux uns et aux autres de s'améliorer et d'être une source d'inspiration. En toute humilité, c'est déjà une victoire. Donc nous, on vous souhaite beaucoup de réussite. On vous souhaite de faire de beaux projets, de belles émissions. Et ça permettra à toute la communauté d'en bénéficier. Parce que l'excellence amène l'excellence, comme la médiocrité amène la médiocrité. Et c'est le problème qu'on a dans la communauté, c'est qu'on manque de sources d'inspiration. Parce que très souvent, ceux qui font de belles choses, très souvent aussi, moi je trouve qu'elles se cachent. Ouais, mais parce que... Comment tu l'expliques? Comment je l'explique? Parce que très souvent dans la communauté, on se dit, pour vivre heureux, ils vont cacher. Est-ce qu'on trouve normal qu'aujourd'hui, des personnes comme... je vais citer un auteur, peut-être pas un auteur, mais Kadji Defosso, très grand industriel, africain, je dirais même mondial, qui est multimilliardaire qui était multimilliardaire des années avant, n'est pas de livre. Pour moi, c'est un crime intellecticide. Oui, mais ce crime que tu dénonces, C'est un criminel. Ben oui, pour moi, ce crime que tu dénonces à juste titre, il repose sur des croyances limitantes que beaucoup d'Africains ont. Je m'explique. Beaucoup pensent que le fait de s'exposer, ça va créer de l'envie, de la jalousie qui va les impacter. Tout à fait, tout à fait. Avec éventuellement de la sorcellerie. Tout à fait. Donc eux, ils partent du principe que
en étant enténébrés, en étant invisibles, ils vont pouvoir se protéger du mauvais sort. Et ils n'ont pas conscience qu'ils privent des femmes et des hommes de sources d'inspiration et qu'ils privent de femmes et des hommes de leur talent. Mais c'est justement pourquoi l'initiative est louable. Parce que ça permet de déconstruire tout ça. C'est ça. Parce que le truc, c'est quoi? Nous, on n'a rien inventé. C'est parce qu'on a vu Maître Mbeko, on a vu Ludovic Herman qui sont lancés. On s'est dit, bah, tiens, bah, en fait, il n'y a rien de sorcier. Rien. On peut le faire sans pour autant passer des vies à trépas. Mais on s'est dit, on le fait. Oui, mais si tu veux, on a des femmes et des hommes qui pensent que se mettre en avant, c'est se mettre en danger. Mais justement, pour ça, il faut les sensibiliser. Et nous, ce qu'on essaye de faire, en invitant des femmes et des hommes, on veut démocratiser le fait d'avoir du succès dans des initiatives. On veut démocratiser la lecture. On veut démocratiser les intellectuels, les historiens, les géographes, les sociologues de chez nous, qui pour la plupart sont talentueux et qui pensent que parce que personne les suit, ils sont pertinents. Parce qu'il y a aussi ce problème, c'est que les gens vont dire, vu que personne me suit, je suis un génie incompris. Oui. Non, ma sœur, personne ne te suit parce que tu ne sais pas te vendre. Tout à fait, tout à fait. Ça n'a rien à voir. Et c'est pas parce qu'ils sont nombreux qu'ils ont raison. C'est pas parce qu'il y a personne qui te suit que tu as raison. C'est pas comme ça que ça se passe. La pertinence, c'est pas une question de nombre. Donc il y a tout un travail de déconstruction autour de ces croyances limitantes que nous essayons modestement de faire, Herman et moi, au travers de la librairie africaine, pour rendre le savoir accessible à un maximum de personnes. Et après, les gens font leur choix. Tout à fait. Tu aimes ou tu n'aimes pas, tu adhères ou tu n'adhères pas, mais au moins c'est devenu visible. Et c'est vrai que nos carences et parfois même nos complexes nous empêchent de rendre visible au monde entier les talents et les génies qui sont nombreux chez nous. Et nous, on a cette ambition qui, pour l'instant, se passe très bien, tu vois. Et ces carences ne s'expliquent-elles pas par le paradigme, en tout cas l'aspect négatif, comme toute chose, hein, il y a du positif et du négatif, du paradigme africain selon lequel l'individu doit disparaître au profit du collectif. Avec ce site positif que ça décuple, ça dynamise la solidarité, le souci de l'autre, l'empathie. Et hélas, avec ce site négatif, et qui est peut-être très préjudiciable dans une dynamique de progrès, c'est que ça engloutit les talents individuels, ça les diabolise, et ça incite celles et ceux qui parviennent à tirer leur épingle du jeu dans un système mondialiste, capitaliste, eh bien, ça les incite à se mettre de côté. Je vois ce que tu veux dire, mais pour avoir baigné là-dedans, je ne pense pas. Parce qu'il y a aussi une réalité qui est celle selon laquelle le mystique en Afrique existe. Ça, c'est une réalité. Après, on peut y croire ou pas, ça existe. En tout cas, beaucoup de gens y croient. Et beaucoup de gens ont cette tendance à se dire là justement que, comme l'a dit Maître Mbeko, si je me mets en avant, je vais attirer le mauvais œil sur moi par jalousie. Parce qu'il y en a qui ne veulent pas... Si le mystique est cru et source de croyances collectives, je me permets de t'interrompre, c'est notamment parce qu'il a toujours existé en termes de croyances aux quatre coins du monde. Qu'est-ce qui fait qu'ailleurs, cette croyance est reculée, n'est pas disparue? On sait que les chefs d'État aux quatre coins du monde, on pense à Chirac, pour toujours, entre guillemets, à des gourous, à des mystiques. La question ne se pose, à mon sens, pas sur cet angle-là. Qu'est-ce qui fait qu'il y ait eu, en Occident en particulier, et aujourd'hui dans le reste du monde, cet arrachement à ces croyances collectives, au seul profit d'un parcours individuel? Moi, j'y vois davantage, justement, cet abandon de ces croyances collectives et dans une dynamique vraiment de mise en avant de l'individualité, et pour aller jusqu'au bout de mon raisonnement, où finalement l'enfant n'est plus au service des parents, mais inversement, les parents se mettent au service de l'enfant, avec le souci, de la transmission. Et la question, moi, que je m'interroge, te concernant, sachant que tu as grandi au pays, sur le continent, et ensuite tu es venu ici, est-ce que tu as été frappé ou pas par cette différence de rapport entre les générations, avec d'un côté où on étouffe le savoir, où on essaie de le cacher, tu vas parler de crime tout à l'heure, et de l'autre côté, de la Méditerranée, eh bien un autre rapport à la connaissance et à la transmission. Moi, de la modeste expérience que j'ai, dans la communauté, si on étouffe l'individu, entre guillemets, ça se résume à une phrase qui est souvent
très connu de certains cercles, c'est lorsqu'on est... Les pauvres sont solidaires. Regarde, prenons un exemple. Lorsque moi j'étais au Cameroun, très souvent on se rend compte que ceux qui ont beaucoup de moyens, qu'est-ce qu'ils font? Ils construisent une grande maison, ils mettent une grande barrière, certes pour se protéger, mais c'est aussi pour ne pas être dérangés. À tort ou à raison, mais toi tu dis que lorsque dans une famille, on sort la tête du lot, même dans un quartier, les autres à côté, qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient de venir gratter un peu. Du coup, on se sent obligé de se construire son petit paradis, mais vivre de manière isolée. Parce qu'on ne veut pas que les autres autour viennent prendre ce qu'on a. Ça, c'est une réalité. À l'inverse, lorsqu'on n'a pas beaucoup, qu'est-ce qu'on va faire? On va privilégier la force du nombre. Parce qu'on se dit, aujourd'hui, je peux venir te demander du sel, demain, tu vas venir me demander de l'huile. Donc, en fait, c'est les conditions qui font en sorte que finalement, on se retrouve dans, entre guillemets, ce qu'on dit, le vivre ensemble. Donc, c'est le paramètre économique plus que culturel qui expliquerait... Les deux vont ensemble, parce que le paramètre économique va de pair avec le paramètre culturel. J'ai été au Gabon et j'ai eu l'opportunité d'échanger avec le frère de l'ancien président gabonais. Et il m'a dit qu'il y a deux choses fondamentales dont on doit prendre compte si jamais on souhaite développer une communauté. Le premier paramètre, c'est l'environnement. Parce que peu importe ce qu'on souhaite faire, on doit prendre en compte ce que la nature a mis en place pour nous. Et le deuxième paramètre, c'est la culture. Donc, de cette culture-là, on va donc avoir une certaine forme d'économie qui va naître. Mais maintenant, cette économie qui va aussi avoir un impact sur la culture parce que la culture, ce n'est pas quelque chose de figé. Donc, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Qui vient avant l'autre, je ne pourrais pas te dire. Mais toujours est-il dit que le facteur économique joue sur la culture du facteur du nombre. Et maintenant, une fois qu'on a plus d'argent, maintenant on veut se retrouver avec des gens qui ont certainement autant d'argent que nous, ou financièrement sont aussi à l'aise que nous. Et très vite, la culture occidentale commence à déteindre sur nous. Parce que si culturellement, on a perçu le modèle occidental comme étant le meilleur, qu'est-ce qu'on commence à faire? On commence à vouloir vivre comme à l'Occident. Et lorsqu'on commence à vouloir vivre comme en Occident, on consomme comme en Occident. Et derrière ça, on se dit que les Occidentaux, c'est peut-être parce qu'ils vivent de manière, je vais dire, peut-être parce que l'individu est beaucoup plus mis en avant, qu'ils réussissent mieux. Du coup, nous, on va, de manière isolée, entre guillemets, on va commencer à reproduire ces schémas-là. Et comme les êtres humains apprennent par référence, les Africains autour vont se dire peut-être qu'il faut aussi qu'on vive de manière isolée. Mais ils n'ont pas encore ces moyens-là. Donc, je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Il y a cette notion de, OK, l'économie qui vient avant la culture. Bref, le serpent se mord la queue. Qui vient avant, je ne pourrais pas te dire. OK. Il y a une grosse analyse et personne n'a la réponse. Comme tu le dis, l'un va avec l'autre et c'est comme la poule et l'œuf. C'est ça. Et moi, j'aimerais cette fois-ci qu'on fasse la transition. Tu nous as parlé de ton vécu sur le continent. La transition avec ton arrivée en France. Tu débarques en France avec, le frère Mbeko a parlé tout à l'heure d'accent, avec un côté afro-centré ou camerouno-centré, avec l'étiquette, entre guillemets, blédard. Premièrement, comment toi reçois-tu cette étiquette? Comment se déroule ton intégration dans l'espace français, dans le regard de la majorité, ainsi que dans le regard de la diaspora? Très sincèrement, très bien. Parce que l'étiquette blédard, moi, je ne l'ai jamais vraiment ressenti. Peut-être que les autres me voyaient comme un blédard. Moi, j'étais tellement à l'aise, et je suis tellement à l'aise avec le fait qu'on me traite de blédard, même si ça reste quelque chose de péjoratif. En ce sens où, je pense qu'il y a certaines personnes qui ne vont pas apprécier ce que je vais dire, c'est, pour moi, la majorité des Afro nés ici sont perdus. Sincèrement. De la perception que moi j'ai. Et ça, tu l'as vu tout de suite ou tu l'avais déjà perçu avant de mettre le pied dans l'avion? Ah non, pas du tout. Avant de mettre le pied dans l'avion, je me pensais que tous les Africains étaient pareils. OK. Mais quand je suis arrivé ici, il a fallu un peu de temps pour que je me frotte à certains. Qu'est-ce que tu entends par perdu? Perdu en ce sens où ils ne savent même pas qui ils sont. D'accord. Ils ne savent même pas d'où ils viennent. Je prends un cas. Sur le terrain identitaire. Sur le terrain identitaire, il y a une grosse crise identitaire. Je prends un cas. Moi, j'ai eu l'opportunité de jouer au foot pendant des années. Et très souvent, on dit que le foot, c'est un sport noble qui est pratiqué par des voyous. C'est pas faux.
Et donc, quand je me retrouve dans le vestiaire avec un frère d'origine africaine, je préfère dire comme ça pour ne pas indexer une communauté en particulier, je lui dis alors, avec ta copine, comment ça se passe? Ta copine, elle est... Voilà. Il me dit, non, jamais de la vie, elle n'est pas africaine. Je dis, ok, pourquoi? Il me dit, ben, elles ont trop de maladies. À ce moment, j'ai un moment de recul, je me dis, mais est-ce que tu sais que ta mère, elle est africaine? Est-ce que tu sais que ta sœur, elle est africaine? Je ne l'ai pas rencontrée chez une personne. C'est une expérience personnelle. Okay. Et après, il y a ce qui se passe sur les réseaux. Et autre chose que moi j'ai remarqué, qui m'a beaucoup marqué, c'est le fait que très souvent, lorsque je me retrouve avec les Africains qui viennent d'Afrique, très peu souvent j'ai entendu des plaintes autour du racisme. Okay. Ce n'est pas un sujet sur lequel on est pilote pendant longtemps. Par contre, lorsque je me retrouve avec les Afros, nés et grandis ici, très souvent c'est eux qui reviennent avec ce sujet-là. C'est une obsession. Oui. Okay. Et je suis allé même sur les réseaux et je me suis rendu compte que très souvent les sujets qui leur parlent sont des sujets autour du racisme. Tandis que nous qui sommes nés en Afrique, ce n'est pas des sujets sur lesquels on passe des années. Des fois, on ne comprend même pas pourquoi les gens se plaignent. Des fois, on ne comprend Des fois, on ne comprend même pas pourquoi les Africains nés ici se plaignent de ça. Donc, tu dirais qu'ils posent le mauvais diagnostic sur leur réalité, sur leurs difficultés sociales? Non, je ne pourrais pas dire ça. Ça peut me permettre de dire ça. Non. C'est juste que je ne comprenais pas. Souvent, le racisme est mis en avant pour expliquer certaines difficultés rencontrées. Je ne trouve pas de travail, c'est à cause du racisme. Je me suis fait contrôler, c'est à cause du racisme. Je ne mange pas dans tel restaurant, c'est à cause du racisme. Et en mettant de côté d'autres paramètres, peut-être comportementaux, socio-économiques. Donc, toi, tu estimes que de l'extérieur, tu es venu et tu as vu une sorte d'emprisonnement mental qui caractériserait la communauté, enfin une grande partie de la communauté afro de France. Ah oui, oui. Moi, tout ça m'a frappé à l'œil. Et donc, moi, j'ai cherché à comprendre. Okay. Pourquoi? Et c'est en me rapprochant, parce que moi, à la base, moi, je suis de Marseille. C'est en me rapprochant un peu des personnes nées, grandies ici, que j'ai commencé à faire les liens. Et je me suis dit, waouh. Mais en arrivant en France, tu as allumé la télévision française? Pas beaucoup. Pas beaucoup, ok. Pas beaucoup. C'est pas un truc dans lequel j'ai beaucoup baigné. Parce qu'on parlait d'environnement tout à l'heure. Oui. Et l'environnement psychologique conditionne l'environnement comportemental. Ah oui, forcément. Forcément. Est-ce que tu aurais peut-être pu percevoir l'une des explications à cette paranoïa raciale par justement une sorte d'humiliation permanente déversée via la télévision, où on ne met en avant les afros que sous l'angle de la misère ou de la délinquance, et ce qui est par le discours aussi porté par la gauche, de la gauche, et qui enferme les nôtres dans un rapport au réel conflictuel. Donc peut-être que ça peut être une explication, donc je voulais savoir si toi tu l'avais perçu comme tel. Oui, à force, parce que je me suis renseigné, j'ai cherché à comprendre pourquoi est-ce que c'était comme ça. Je me suis rendu compte, c'est là que j'ai découvert les trucs de Banania et tout, parce que moi au Cameroun, j'étais loin de tout ça, tu vois. On était loin de tout ça. Et c'est là que j'ai fait mon petit bout de chemin. Je me suis dit, ok, d'accord, je commence à comprendre pourquoi est-ce qu'il y a ces notions-là. Mais surtout, je me suis posé la question de savoir, pourquoi est-ce qu'on reste là-dedans? Parce que même moi au lycée, quand je suis arrivé au lycée, je refais la terminale. Tout de suite, je sens qu'il y a des petits regards un peu condescendants. De la part de? De la part autant des Africains nés grandis ici, autant des Blancs, tu vois. Mais moi, ça ne me disait rien parce que j'avais un seul objectif, c'est moi, je vais les terminer, tu vois. Ce qui fait que, boum, quand tu arrives en terminale et que lorsqu'on parle maths, physique, chimie, tu viens du Cameroun et que personne ne s'attend à ce que tu majores tout le monde, donc tout de suite, tu imposes le respect, tu vois. Et là, tout de suite, j'ai compris que en fait, être plaintif, c'est dire un aveu d'échec. D'accord. Donc, plutôt que d'être plaintif, chacun doit faire son job. Et quand j'ai creusé un peu plus, j'ai commencé à aller dans les quartiers populaires. Et que je vois donc justement toute cette communauté afro. Et que je creuse, je me demande, mais d'où ils viennent? Je me rends compte que justement, ceux qui se plaignent les plus sont ceux qui sont nés et grandis là-dedans. Mais pourquoi vous ne sortez pas de là? Et je me rends compte, une fois de plus, qu'il y a une victimisation, mais qui ne dit pas son nom. On accuse l'État, on accuse le gouvernement. Donc moi, je me demandais, mais il y a tellement à faire. Les opportunités sont là, les bibliothèques sont là, vous avez tout à disposition, mais bougez-vous. Mais chose curieuse, ils sont trop à l'aise.
Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est quand je vais en Suisse. Et là-bas, c'est pire. Je vais en Suisse, c'était l'année dernière, pour une conférence à l'université de Lausanne. J'avais été invité par l'université pour une conférence sur l'entrepreneuriat. Et quand j'arrive, pendant que je fais mon discours, enfin, je fais ma conférence, quand je regarde, quand je lis dans les yeux des étudiants africains sur place, je sens qu'ils sont trop à l'aise. Ils n'ont pas faim. Ils ne se sentent pas investis d'une mission. Pourquoi? Parce que, de toute façon, ils sont là. Et ils ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'ils doivent se bouger. Tu as 4 000 € quand tu travailles à McDonald's en Suisse. Pourquoi je dois me bouger pour lancer une activité? Victimisation de la communauté afro en France, Ouais. ajouter une absence de motivation Totale. une absence d'ambition, de grandeur en Suisse. Donc, De ce que j'ai vu. Je ne vais pas parler pour de ce que j'ai vu. De ce que tu as vu. Donc tu ressors de là avec un bilan assez négatif de la diaspora. Et face à ce bilan, toi, à quel moment tu décides de développer, de mettre en avant ton activité? Alors ça remonte en 2017. En 2017, parce qu'il faut savoir que moi, je fais médecine, parce que je perds mon père en 2014, suite à une négligence médicale au Cameroun. Okay. Et là, je me dis, qu'est-ce que moi, je peux faire pour ne plus jamais vivre ce genre de scène, de ce genre de funeste événement? Et je me dis, je vais devenir médecin. Et donc, je perds mon père en 2012. En 2014, quand j'arrive en France, je me dis, je vais faire le concours d'entrée en faculté de médecine. Bon, très bien. Et chose curieuse, en 2019, je décide d'aller au Cameroun pour un stage à l'hôpital central de Yaoundé. Et quand je dis que je vais aller au Cameroun, ça c'est un petit détour, j'ai une amie, née grandie ici, d'origine africaine, qui me pose la question de savoir, Valère, tu n'as pas peur? Je dis, mais attendez, moi je vois des Chinois, des Anglais, des Américains aller dans mon village en Dikinimoué où il n'y a pas de lumière pour apprendre. Mais moi, né, grandi sur place, quand je veux retourner pour apprendre, on me demande si je n'ai pas peur. Elle est née, grandie ici. Moi, je me suis dit, il y a un gros problème. Bref. Mais donc, tu dirais, ce que tu dis est très intéressant. Et ça fait écho à ton qualificatif de perdu et sur lequel a rebondi très justement Mbeko. Au final, est-ce que tu dirais que cette diaspora au sens là est perdue ou qu'on l'a égarée, qu'on l'a perdue? Les deux. Mais les deux. Principalement, le moteur viendrait plus de l'intérieur ou d'une orientation extérieure. Certains, par exemple, évoquent l'américanisation forcée via MTV et de toute cet imaginaire hostile que l'on a mis dans la tête des afros et qui les a enfermés dans une posture de rebelle et d'autodestruction. D'autres disent que c'est le prolongement plutôt de la colonisation à la française, le schéma yabon-bananesque. C'est l'éducation. Non, mais il ne faut pas oublier que la jeunesse afro, en France, elle a une éducation qui est aliénante. En France, on ne t'apprend pas à être africain. En France, on ne t'apprend pas ton histoire. Donc du coup, tu ne te construis pas en ayant une double culture en France. En France, on t'apprend l'histoire de France. Ce qui est normal. Si tu n'as pas... Oui, c'est normal, je ne dis pas le contraire. Mais si tu n'as pas accès à l'histoire de ton pays via tes parents ou via des intellectuels, via des femmes et des hommes autour de toi qui te transmettent les connaissances qui sont liées à ton pays d'origine, tu ne les développes pas. Donc l'estime de soi, qui est indispensable à chaque individu pour faire de grandes choses, tu ne la développeras pas. Oui. C'est pour ça que tu dis qu'ils sont perdus. En fait, ils ne sont pas perdus. C'est qu'on n'a pas éduqué ces femmes et ces hommes à la grandeur de ce que sont leurs pays d'origine. Et quand tu grandis sans savoir qui est Soundiata Keita, qui est la reine Zinga, que sont le royaume Congo, le royaume du Bénin, le Dahomey, en fait, tu n'as pas dans ton imaginaire des sources de fierté, des sources de grandeur qui sont à même de te construire de façon positive et te permettre de ne pas être une caricature. Donc c'est parce qu'on a sciemment programmé ces femmes et ces hommes à être dans le déni de leur histoire. J'ai tendance à te rejoindre, Mbeko. Seul bémol, moi j'estime qu'être adulte à un moment donné, c'est être responsable. Responsable des informations qu'on décide d'ingurgiter. Ok, quand tu as 12 ans, 15 ans, 18 ans et encore. C'est là que ça se forme. Oui, mais ça, quand on se rend compte que des adultes à plus de 40 ans ont ce problème, parce que celle dont je parle, elle avait plus de 32 ans lorsqu'elle me dit ça. Oui, mais regarde, quand tu as développé depuis la maternelle, Herman te donnait l'exemple de la télévision.
Nous, on a grandi avec Charlie et Lulu. Toi, tu n'étais pas là, toi. Toi, tu as échappé à ça. On a grandi avec Charlie, on a grandi avec Magloire. Mais c'est vrai que ce sont des références que j'ai pas. Hein. Voilà, tu as de la chance, parce que nous, on a encore ces références. Même si on essaie de les gommer, elles sont encore là. Donc quand tu grandis avec ça, quand tu es un noir de France, tu grandis avec des femmes et des hommes qui sont infériorisés, qui se comportent comme des larbins, qui sont des caricatures et qui ont des attitudes, on va dire, médiocres, pour rester poli. C'est extrêmement compliqué de trouver une source de joie et d'épanouissement au travers de ces modèles qu'on te propose. Tout à fait. Après, il va rester le sport, il va rester la musique, mais là aussi, c'est très restreint. J'en veux pour preuve, actuellement, il y a une polémique avec Teddy Riner, parce que Teddy Riner, il est monté au créneau par rapport aux femmes voilées dans le sport, en disant, vous allez les exclure en interdisant le port du voile pour les compétitions sportives. Elles sont valeureuses, elles travaillent dur, elles font des sacrifices, laissez-les avec le voile. On leur a dit, tout le monde est monté au créneau, notamment la droite et l'extrême droite, pour dire, toi, tu es un champion, viens pas parler de politique. Reste sur le tatami, ne viens pas dans le domaine politique. En gros, Reste à ta place. reste un corps. Mais ne viens pas réfléchir, ne viens pas sur notre domaine. Et moi, j'ai tout le temps dit, en France, on a compartimenté les tâches. Les Blancs réfléchissent, les Noirs exécutent. Et quand tu viens avec une démarche de réflexion, comme c'est le cas de notre émission, bien souvent, les gens vont te dire, tu te prends pour qui? Très bien. Moi, je suis OK avec ça. Tu vois? Oui. Pour qui tu te prends pour venir apporter une réflexion, apporter une nuance, apporter ton son de cloche par rapport à ce qui est proposé sur la scène. Oui. Et beaucoup ont du mal à s'approprier cette légitimité. C'est-à-dire qu'ils ont le syndrome de l'imposteur en se disant que c'est pas pour eux. Mais ça, c'est leur problème. C'est pour ça que je te dis que c'est pas anodin quand tu dis que beaucoup sont perdus. Ils sont pas perdus, on les a égarés. Et notre travail, nous, notamment avec ce média, c'est de les réveiller en leur disant prenez votre place. Ne soyez pas que des consommateurs, ne soyez pas que des caricatures. Soyez nuancés, développez de la réflexion, développez un savoir par rapport à vos pays d'origine, par rapport au continent africain. Interrogez-vous sur les dynamiques qui agissent sur ce territoire, qui agissent sur ce continent, et travaillez avec beaucoup d'humilité et de curiosité. Et c'est un travail de déconstruction qu'ils sont en train de faire. Je trouve très très dur avec eux, alors que tout a été fait pour qu'ils soient perdus. Non, on m'a pas me laisser aller jusqu'au bout de mon propos. Je dis ceci. Certes, on ne va pas dire qu'il n'y a pas eu un agent exogène. Ça serait être malhonnête de ne pas le reconnaître. Mais maintenant, moi, je m'adresse aux adultes. Lorsqu'on est adulte, on est responsable de l'environnement dans lequel on décide de baigner. Et lorsque je parle d'environnement, je ne parle pas que de l'environnement physique, je parle aussi de l'environnement virtuel, spirituel. Bien sûr. Et donc, dès lors, une fois qu'on a pris conscience de ça, bon, on ne peut plus rendre les autres responsables de ce qui nous arrive. Mais c'est pour ça que c'est important d'apporter des alternatives. Oui. Aujourd'hui, quand tu cherches en France, sur le terrain des intellectuels noirs, femmes et hommes, qu'est-ce qu'il y a comme modèle? Ils sont pas très nombreux. Ils sont pas très nombreux. Et les Maboko et les Fatou Diom, ils sont pas nés ni n'ont grandi ici. Tu vois. Et même ces femmes et ces hommes, qu'est-ce qu'ils ont comme espace qui leur appartienne? Pas grand-chose. Ils en ont pas, mon frère. Parce que même ces femmes et hommes qui sont brillants, ils interviennent sur des espaces des autres. On est d'accord. Donc c'est à la guise des Européens, à la guise des Français, qu'on les interroge ou pas. Donc, tout à fait d'accord. Où tu as des sources d'inspiration régulières, pour pas dire quotidiennes, où tu peux te dire, ce soir, je vais mettre tel programme où je vais avoir des femmes et des hommes brillants, je vais avoir un Valère qui va venir m'expliquer ce que c'est que son projet. Ou alors je deviens cette source d'inspiration, parce que s'il n'y a pas de lumière, peut-être c'est la lumière qu'on attend. C'est la même démarche dans laquelle on s'est lancé. C'est pour ça que je te dis qu'on ne peut pas leur en vouloir, parce qu'en termes d'alternatives, ils ont très peu de choix. Soit c'est les États-Unis, mais là encore, c'est pas forcément la réalité qui est la leur, parce que ce qui se passe aux États-Unis, c'est pas ce qui se passe en France, c'est pas ce qui se passe sur le continent. Ou c'est créer ces espaces qui n'existent pas. Mais c'est à nous de le faire. C'est pour ça que je te dis qu'il faut être dans la logique de, comment dirais-je, de bienveillance et de conciliation et d'indulgence à leur endroit, parce qu'ils ont été formatés pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, avec des noirs médiocres qu'on leur a vendus. On leur a vendu des modèles de construction qui étaient des modèles carencés.
des modèles qui étaient extrêmement limités sur le terrain intellectuel. On leur a vendu du sport, on leur a vendu de la musique, et on leur a vendu des hommes efféminés qui viennent nous expliquer la mode et qui viennent nous expliquer comment on peut être stylé en tant qu'homme noir. On a grandi comme ça en France. Raison pour laquelle quand Taubira est arrivé, c'était un soulagement. Mais il y avait une Taubira. Chose que je comprends, hein. Tout ce que tu dis, je le comprends. Ça explique beaucoup de choses. Mais une fois de plus, on ne va pas enlever la responsabilité qui est la nôtre lorsqu'on est adulte. Moi, je parle surtout aux adultes. Surtout aux adultes. Parce qu'aujourd'hui... Tu joues dans l'enfance, Valère, on dirait que tu l'ignores ça. Non, je ne l'ignore pas. J'ai dit qu'à un moment donné, en tant qu'adulte, on doit pouvoir prendre ses responsabilités et se poser une bonne question. Ma démarche, c'est laquelle? Aujourd'hui, lorsqu'on organise un événement tel que le week-end de l'écrivain, tu as l'information. C'est à toi de te dire, OK, je ne sais pas tout, mais je vais voir. Parce que même aujourd'hui, sur les réseaux, c'est chacun qui choisit le contenu qui décide de regarder ou pas. Bien sûr. Voilà. Mais aujourd'hui, il y en a qui vont avoir la démarche de regarder des contenus qui ne les font pas grandir. Bien sûr. C'est pareil. Et c'est pour ça qu'il faut aussi que nous, parce que tu prends l'exemple des réseaux sociaux, au moment où nous parlons des réseaux sociaux, la communauté noire performe plus dans le divertissement que dans l'enseignement. Oui. Le problème aussi, on le retrouve. C'est-à-dire que ce qu'on retrouvait au niveau des médias mainstream, on le retrouve aussi dans les médias digitaux. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a une surperformance dans la musique, une surperformance dans le divertissement, une surperformance dans le sport. Mais sur le terrain intellectuel, en termes d'émissions, il y en a très peu. Il y en a très peu, mais déjà aussi, il faut qu'il y ait une démarche de chercher. Parce que moi, aujourd'hui, je fais ce que je fais. Pourquoi? Elle est toute simple. C'est qu'à un moment donné, je me dis, il faut faire quelque chose. Parce qu'au début, je lis les livres des Américains, des Français et tout. Mais à un moment, je me dis, bon, on veut me faire comprendre que les Africains n'écrivent pas. Et je me lance dans la démarche de chercher des auteurs africains. Je cherche. Et c'est quand je commence à trouver que maintenant, je me rends compte qu'il y en a beaucoup plus. Donc, à un moment donné, lorsqu'on est adulte, on ne peut pas tout le temps rendre les autres responsables de ce qui nous arrive. Bien sûr. Chacun doit prendre ses responsabilités. Ce qui m'arrive, je ne l'accepte plus. Donc, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Bien sûr. Moi, je ne trouve pas normal qu'un adulte, 25 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, il se plaigne des mêmes problèmes. Parce que la vérité, c'est que, OK, tu peux te plaindre d'un certain nombre de problèmes lorsque tu as 18 ans, 19 ans, 20 ans. Mais à 50 ans, tu ne pourras plus avoir les mêmes excuses. Parce qu'à 50 ans, tu rencontreras les mêmes personnes comme toi qui ont pu s'en sortir. Mais toi, tu n'as pas pu s'en sortir. Tu vas dire que c'est parce que par le passé, on m'a toujours vendu le truc comme quoi les Africains sont bons que pour la musique et pour la danse. Non, ça ne passe plus. Raison pour laquelle, pour moi, OK, d'accord, quand ils étaient plus jeunes, on les a perdus. Mais je suis désolé, à 20 ans, cette excuse ne tient plus. Moi, je suis d'accord avec toi. Moi j'essaye de, à ce niveau-là, vision sociologique, vision psychologique, c'est le conditionnement collectif médiatique qui pèse sur les destinées individuelles. Ça, c'est un fait concret. L'enfance, la construction dans l'enfance détermine la trajectoire de l'adulte. Oui. Là où toi, tu estimes que l'adulte peut incarner une rupture via une prise de conscience, d'accord? Moi, ce que j'essaye de, à ce niveau-là, de dire, enfin de te demander, c'est que à quel moment, toi, tu estimes que ton rôle, parce qu'on ne va pas te présenter comme l'anti-diaspora, non, pas du tout, pas du tout, condescendant pas du tout, à l'endroit de la diaspora, à quel moment tu pars du constat qu'en effet, les tiens, parce que ça reste quand même les tiens issus de la diaspora, qui sont nés ici, en plus de ceux qui sont nés sur le continent, eh bien, ont besoin d'acteurs plus éveillés, comme je l'ai présenté en introduction, que tu incarnes, que nous essayons humblement d'incarner, et que tu dois prendre ta responsabilité. À quel moment tu t'es senti investi d'une mission, pas simplement économique exemplaire, deviens milliardaire pour inspirer, mais également intellectuelle, d'éveil. En France, il n'y a que des afros qui incarnent des corps, des footballeurs, des rappeurs, enfin les footballeurs, les basketteurs, et qu'il faut aussi d'autres modèles pour inspirer, pour donner une impulsion plus positive, plus noble, plus grande au tien, au nôtre. Alors quand je commence à lire, quand je me rends compte que la majorité des livres que je lis, c'est un livre écrit par les autres. Et là, je me dis, non, j'ai un sursaut d'orgueil, je me dis, c'est pas possible. On doit bien avoir des gens dans la communauté qui proposent un autre narratif avec nos réalités. Parce que justement, dans ces livres-là, je ne me retrouvais pas. Je me disais, mais pourquoi on ne me parle pas de Yaoundé?
Pourquoi on ne me parle pas de Dakar? Pourquoi on ne me parle pas de Ouagadougou? Pourquoi on me parle tout le temps de Washington? Pourquoi on me parle tout le temps de Paris? Et là, je commence à me dire, il y a un problème. Et je commence à chercher. C'est de là, en fait, et je me dis, OK, comme j'ai commencé à trouver, il y a certainement des personnes qui sont dans la même démarche que moi. Et il faudrait que je rende cela accessible à ces derniers-là. Surtout, épisode marquant, je suis en classe de première au Cameroun. Et tous ceux qui ont fait première pendant une certaine année, ils savent qu'il y a une œuvre qu'on nous mettait au programme. Madame Bovary. Oh là là, quelle œuvre. Ouais. Tous nos enseignants nous vendaient ça comme étant the livre. Vraiment, vraiment, si vous voulez réussir au probatoire et tout, il faut vraiment lire cette œuvre parce que vraiment la langue française et tout. Mais moi, je ne me reconnaissais pas dedans. Attention, ça reste une très belle histoire. Ça reste une très belle... Tout est relatif. Moi, je trouve que c'est une très belle histoire. C'est pour ça qu'elle dit tout est relatif. Moi, je trouve que c'est une très belle histoire parce que ça nous en dit long sur l'âme humaine. Mais il ne faut pas se contenter de ça. Pour la culture générale, oui. Pour moi, c'est très bien de lire Madame Bovary. Je ne dis pas le contraire, mais j'ai dit que je ne me retrouvais pas dedans. Bien sûr, bien sûr. Je termine là. Pour quelle raison? Pour les interactions hommes-femmes, sur le terrain de la séduction, sur le terrain des subtilités. Mais encore, il faut avoir les codes. Oui, mais en fait, ce que j'essaie d'expliquer à chaque fois, parce que lire ce type d'ouvrage classique te permet de comprendre la France, les mœurs, l'histoire de France, et ça n'empêche pas de comprendre ce qui va se passer à Yaoundé, à Dakar, en lisant des auteurs de Yaoundé ou de Dakar. L'un n'empêche pas l'autre, en fait. C'est ça que j'essaie d'expliquer à chaque fois. Il faut des œuvres garder la lecture de ces œuvres et l'accompagner de la lecture de nos œuvres. Parce que quand tu lis Madame Bovary, tu comprends le rapport du français à la séduction, le rapport du français à la femme. Parce que c'est un livre qui imprègne l'imaginaire collectif en France. C'est ce que je dis. Encore, il faut avoir les codes. Mais oui, mais ça se développe. Voilà. Ça se développe. Ça se développe. Et très souvent, il faut baigner dedans. Bien sûr. Parce que je dis sans l'ombre de me tromper, sans l'ombre d'un doute, 90% de nous qui lisions cette œuvre, on ne comprenait pas ce qui était dit. Mais c'est pour ça que je dis que c'est un problème. Parce que pour moi, le problème, c'est pas de vous faire lire Madame Bovary. Pour moi, le problème, c'est de vous faire lire que Madame Bovary. Exactement. Et c'est ça. Tu vois la nuance? Bien sûr. Il y en a, ils vont te dire, on lit pas Madame Bovary. Moi, pour moi, ils ont tort. Pour moi, ils ont tort. Pourquoi? Parce que si tu lis pas Madame Bovary, tu t'empêches de comprendre comment le français moyen fonctionne. Comment la politique en France fonctionne. Parce que c'est des ouvrages comme... il y a des auteurs comme Flaubert, Victor Hugo, Émile Zola, qui font partie du patrimoine français. Et quand tu lis ces auteurs-là, quand tu les comprends, tu comprends mieux la France. Et c'est mieux de mieux comprendre la France que de la subir. On est d'accord. Pareil pour ton pays d'origine. Quand tu as des auteurs camerounais qui parlent de ce qui se passe à Douala, ce qui va se passer au niveau de la politique camerounaise, en lisant ces auteurs-là, tu comprends mieux un certain nombre de réalités qui parfois sont souterraines, qui échappent au grand public, mais qui sont expliquées par ces auteurs qui, de l'intérieur, t'expliquent comment ça marche. Donc comprendre, ça passe par la lecture des auteurs qui sont sur le terrain et qui décrivent des réalités locales. D'où l'importance de lire ces auteurs-là. Et bien souvent, moi, la fois, on m'a interpellé, parce qu'on m'a demandé pourquoi sur la librairie africaine, on met en avant notamment des auteurs du Maghreb ou des auteurs français. Je dis, mais la librairie africaine, c'est pas la librairie que pour les Noirs. C'est pas des auteurs noirs. La librairie africaine, c'est, certes, on part d'une base, on va valoriser les auteurs africains, mais le génie n'a pas de limite. On est d'accord. Et comprendre la littérature du Moyen-Orient, comprendre la littérature des États-Unis, comprendre la littérature française, c'est comprendre l'humanité dans sa complexité et dans sa diversité. On est d'accord. Donc nous, dans notre émission, on ne va pas se priver un jour d'analyser un ouvrage classique d'Émile Zola. Bémol. On lit Madame Bovary. Mais le problème, c'est que si on ne se connaît pas nous-mêmes, si on ne se lit pas déjà nous-mêmes, il y a un gros problème. C'est pour ça que je dis tout le temps que dans l'enseignement africain, nous devons d'abord commencer par nos histoires. Nous devons d'abord commencer par nos auteurs. Et ensuite commencer à lire les autres. Donc on n'a pas... La hiérarchie, elle est là. On commence d'abord soi. On commence d'abord par les auteurs de chez nous, qui font l'essence de notre identité. Tout à fait. Et après, on s'ouvre aux autres. Or, nous, on s'est oubliés. Nos responsables politiques nous ont oubliés pour mettre en avant uniquement la culture des autres et la culture de l'ex-colon. C'est ça. Tu confirmes, tu n'as pas eu dans ta tendre enfance, avant Bovary, accès à des ouvrages rédigés par des Africains? Voilà. Là, il y a un autre problème. Lorsque les Africains écrivent, bon, ça compte changer, c'est que ils écrivent comme, j'ai envie de dire, comme les autres.
Ils veulent singer les Blancs. Je vais prendre un cas qui m'a souvent valu beaucoup d'insultes. Moi, je dis toujours que Cheikh Anta Diop, lorsqu'ils écrivaient, ce n'était pas pour les Africains. Ou du moins, pour l'Africain lambda. Ok. Parce que j'ai eu l'honneur ou le malheur de prendre certaines œuvres. Cette phrase est forte. Hein. Ah oui, je l'assume totalement. Mais certaines œuvres de Cheikh Anta Diop, oui. parce qu'on m'a toujours dit, voilà, je l'ai écouté, très intéressant, même comme il faut se lever tôt pour comprendre ce qu'il dit, tellement ce qu'il dit est profond. Bien sûr. Et je me suis rendu compte que pour comprendre ce qu'il dit Cheikh Anta Diop, il fallait être à l'aise. Oui. Mais c'est normal, c'est universitaire. Juste, j'y viens. Sauf que je vois le contexte dans lequel Cheikh Anta Diop a rédigé ses œuvres. Je ne pense pas que la langue française était aussi démocratisée dans la communauté africaine en Afrique. Je ne pense pas. Et même en France, ils ne le comprenaient pas. Voilà. Donc, je me suis posé une question. Lorsqu'il écrivait, c'était pour qui? Mais c'est d'abord pour les universitaires. Justement, on est d'accord. Mais c'est à nous de vulgariser Cheikh Anta Diop et de le rendre accessible aux frères et aux sœurs. On est d'accord. On fait la même chose. On dit la même chose. On dit la même chose. Voilà, c'est pour ça que je dis. J'ai plus loin dans oui. ce que tu viens de souligner. Parce que l'illettrisme sur le terrain de la francophonie est très marqué oui. sur le continent. Déjà, c'est qu'est-ce que tu entends par illettriste? J'ai dit sur le terrain de la francophonie, j'ai bien précisé. La langue française est de la langue officielle, une quinzaine de pays en Afrique. Oui, bien sûr. Sur le terrain, elle n'est vraiment maîtrisée que par une infime minorité. On est d'accord. Jean-Pierre Pougala, a fait ce diagnostic tragique. Rien qu'au Cameroun, par exemple, en moyenne, les gens ne maîtrisent que 400-500 mots. En France, on en maîtrise 300, là où il en faut 2500. Tout à fait. Ma question est la suivante. Considères-tu, toi étant, et on reviendra plus dans le détail tout à l'heure, entrepreneur sur le terrain de la lecture et de l'écriture, considères-tu aujourd'hui que la langue française est un handicap pour le développement des populations locales, développement psychologique, sortir du complexe d'infériorité, développement économique, s'inscrire dans une dynamique d'élévation justement par les mots, par l'écriture, comme le réclame le système capitaliste. Donc est-ce que tu estimes qu'aujourd'hui la langue française est un handicap ou un avantage sur le continent? Avantage au niveau du rassemblement et du fait que de Douala à Dakar, en passant par Yamoussoukro, on peut parler d'une même voix. Je ne saurais dire que la langue française est un handicap, comme je ne saurais dire que la langue anglaise est un handicap. Maintenant, il faudrait que ce soit utilisé à bon escient. Parce que lorsqu'on vend une langue, on vend une culture. Maintenant, si en achetant une culture, on oublie sa propre culture, c'est de là que vient le problème. En soi, moi, je n'ai rien contre la langue française. C'est une richesse. Tout comme demain, je peux me tourner vers le chinois. Mais maintenant, si en me tournant vers le chinois, en me tournant vers le français, en me tournant vers l'anglais, j'oublie la langue de chez moi, là, il y a un problème. Mais le problème ne vient pas de l'autre, ça vient de moi. Du fait que je me suis oublié. Et très souvent, malheureusement, ce qu'on rencontre chez nous. Et le pire même, c'est que des fois, on oublie qu'on a oublié. Parce que quand j'en viens à voir un Africain qui dit « heureusement qu'on a le français », je me dis là, il y a un problème. Le français, qu'on le parle, c'est bien. Mais ce n'est pas pour dire qu'avant que le français n'existe, on ne se parlait pas. Donc, est-ce qu'on se parlait, parce que je reviens sur ma question, hein, peut-être que je l'ai mal précisé, est-ce qu'on se parlait à la même échelle, premièrement? Deuxièmement, le français que tu évoques, est-ce qu'il est réellement maîtrisé? Réellement maîtrisé? Le français du marché, le français de Gazo, le français de Jean-Marie Bigard, ce n'est pas le français d'Emmanuel Macron. Or, c'est le français d'Emmanuel Macron qui dirige l'espace francophone. Ouais. Donc, si des homologues sur le continent, des universitaires, ne sont pas au niveau de cette exigence-là, est-ce qu'au bout du compte, ça ne nous dessert pas dans les rapports stratégiques, dans les rapports d'influence, puisque ça installe un complexe d'infériorité d'un côté et un complexe de supériorité de l'autre? Ça permet à un Bolloré, à un Hollande et que sais-je, quand ils se présentent sur place face à d'autres homologues autour de la table, quand ils servent le vin, quand l'un balance des expressions idiomatiques, la litote, l'ironie, des grandes phrases, en face, il a des personnes qui bégayent. Le professeur Baobek, que tu connais autant que moi, oui. A fait une démonstration magistrale sur ce terrain-là où il a rappelé des éléments élémentaires, des faits élémentaires en matière de conjugaison, de COD, COI. Donc aujourd'hui, est-ce que la langue française, sur cet espace-là d'excellence, ne constitue pas, telle qu'elle est utilisée aujourd'hui et maîtrisée, enfin mal maîtrisée, un handicap? C'est tout. Un handicap que si on ne sait pas qui on est. Okay. Parce qu'un Chinois qui parle mal français, est-ce que ça constituerait un handicap pour lui?
Ben, si la Chine a pour langue officielle le français et que la majorité des Chinois ne maîtrisent pas l'excellence. Moi, je trouve que c'est un handicap. Hein. Raison pour laquelle on a les pays de l'AES qui sont sortis de la francophonie. Ils ont claqué la porte. Hein. Il y a le Mali, le Burkina Faso, le Niger qui ont quitté le navire de la francophonie parce que la manière dont la langue française est utilisée, c'est un rapport de domination. Oui, sous cet angle-là. C'est un rapport de domination par rapport aux fournitures des livres scolaires, par rapport aux contrats et par rapport au fonctionnement des subventions qui sont attribuées. Tel que c'est utilisé, parce qu'on s'est oublié. Donc le problème, moi, c'est que parler le français, oui, mais pas au détriment de nous-mêmes. Exactement. Et aujourd'hui, dans la francophonie, la langue française est utilisée au détriment des langues africaines. Raison pour laquelle, moi, j'invite massivement les personnes à maîtriser le français et à maîtriser leur langue. Pour moi, les deux. Parce que qui peut le plus, peut le moins. Tout à fait. Et la langue française, si elle est utilisée pour comprendre la culture française, c'est parfait. Mais si elle est utilisée pour assassiner les langues locales et la culture africaine de certains pays, là, ça devient un problème. Ça devient un cheval de Troie. On est d'accord. Donc, il faut être lucide là-dessus. Oui. Le français, oui. Un cheval de Troie. C'est un virus. Donc, c'est sournois. Attendez, j'essaie de moi. En fait, c'est un cadeau empoisonné. C'est important ce qu'on dit. Parce que Cheikh Anta Diop, France Fanon ont rédigé en français des ouvrages. Est-ce qu'on peut considérer que c'était des chevals de Troie? Non, mais parce que quand Cheikh Anta Diop ou Frantz Fanon écrivent en français, ils écrivent pour valoriser l'Afrique, valoriser le patrimoine africain et le génie qui compose cette réalité. Tout à fait. Donc, ce n'est pas un problème qu'ils écrivent en français. Et pour rebondir sur ton interrogation tout à l'heure, quand tu demandais pour qui Cheikh Anta Diop avait écrit, mais il écrit pour des universitaires. Oui, c'est pour ça que je dis qu'il n'écrivait pas pour l'Africain lambda. Non, parce que l'Africain lambda n'a pas le bagage intellectuel et le bagage universitaire pour comprendre Cheikh Anta Diop. Par contre, ceux qui ont ce bagage-là, nous autour de la table, nous avons une mission, c'est de vulgariser et d'expliquer ce qu'a voulu et ce que propose Cheikh Anta Diop dans sa pensée. Donc c'est notre responsabilité, c'est notre mission de vulgariser et de rendre accessible. Tu vois, c'est comme quand tu parlais de football. C'est pas tous les footballeurs qui ont le niveau de Samuel Eto'o. Tout à fait. Mais ça ne les empêche pas de jouer au football au quartier. Tout à fait. Avec des règles, avec la connaissance du fonctionnement d'un match de foot. Donc avoir une élite Samuel Eto'o n'empêche pas d'avoir des joueurs lambda qui le dimanche vont jouer. Tout à fait. Donc le problème, c'est pas tant pour qui il écrit. Le problème, c'est est-ce que à côté de lui et des héritiers sont là pour démocratiser, rendre accessible au plus grand nombre le savoir qui était le sien. Et là, c'est là que je trouve qu'on n'a pas assez d'émissions qui viennent démocratiser et valoriser le travail fait par nos aînés qui ont eu à produire de l'excellence sur le terrain de la réflexion et sur le terrain même de l'analyse historique, sociale, culturelle, linguistique. Il y a tout un travail qui a été fait de manière remarquable par Frantz Fanon, même Kala Omutunde, qui a travaillé quand même sur les mathématiques. Il n'y a pas que. Il y a tout un travail. Il y a tout un travail qui a été fait et qui manque justement d'espace de vulgarisation pour leur donner leur lettre de noblesse. Et notre travail, il est là. Et c'est pour ça que nous, aujourd'hui, on te reçoit, parce qu'on sait que tu as un événement qui arrive bientôt. Il faudrait que tu nous parles de ton événement. Ah, le fameux événement, le week-end de l'écrivain. Alors, la genèse de cet événement, c'est quoi? Parce que ça rentre justement dans la même logique. C'est que lorsque, justement, je commence à lire et que je décide de commencer à démocratiser, et qu'à parallèle de tout ça, parce que, à parallèle de tout ça, je décide de lancer un business et tout, il y a des gens qui me posent la question de savoir comment on fait pour faire la médecine et un business. C'est ça qui fait en sorte que j'écris mon deuxième livre, Un pied à l'école, un pied dans le business, qu'il y a de très bons résultats. Ça m'a d'ailleurs fait voyager. Précise que tu poursuis des études. Ouais, je suis en fin de formation de la médecine. Et donc, au-delà de ça, il y a plusieurs autres livres que j'écris, notamment Les pauvres sont égoïstes. Parce que dans le livre Un pied à l'école, un pied dans le business, il faut savoir que je l'écris pour montrer aux étudiants que c'est possible. Comme je l'ai dit, ma démarche ainsi que la démarche de Argent Livre aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est Argent Livre? Argent Livre, c'est une maison d'édition, on va faire court. Je préfère dire maison d'édition parce qu'on a d'autres activités comme en parallèle, mais c'est une maison d'édition, aussi simple que ça. Qui t'appartient? Qui nous appartient. Okay. Parce que c'est vrai, au début, j'étais seul, mais aujourd'hui, au vu de ce qu'on compte réaliser, ce qu'on nous mène au quotidien comme combat, je ne peux pas le faire seul. Donc, il y a Nelly Pitropa, d'origine burkinabé, qui est ma fiancée.
Qu'on salue. À qui on fait un gros big up. Et puis Arthur Youmou, Inès, Bouba, Armand Baté, tout le bazar. Bref. Donc. Et précise quand même, parce que moi, c'est quelque chose sur lequel je suis très attentif. C'est une Dream Team. Oui. C'est pas juste des bras. Non, il n'y a pas de self-made man ici. Non. Moi, j'aime toujours rappeler que c'est pas l'union qui fait la force, c'est l'union des l'effort qui fait la force de l'union. Tu as réussi à constituer, parce que souvent dans notre communauté, on a du mal à réunir les forces. Oui, c'est pas simple. Les têtes se collent, les égos se heurtent, finalement tout vole en éclats, chacun mène sa barque individuellement, alors que on pourrait créer une synergie à différents degrés, à différents niveaux, et c'est ce que tu es parvenu à faire, et c'est quelque chose à saluer. Ah, merci. En tout cas, une chose est certaine, c'est que sans ces personnes-là, on n'aurait pas pu faire 1/10 de ce qu'on fait aujourd'hui. C'est là qu'on se rend compte que tout n'est pas qu'une question d'argent. C'est pour ça que je disais que certaines personnes sont tellement pauvres à tel point que la seule chose qu'elles ont à donner, c'est de l'argent. Bref, les pasteurs l'ont très bien compris. On ferme la parenthèse. Donc, au-delà de ça, j'écris le deuxième livre, Les pauvres sont égoïstes, qui à chaque fois que j'en parle sur un plateau, on s'arrête dessus. Je l'écris parce que lorsque j'écris le livre Un pied à l'école, un pied dans le business, je développe, mais pas beaucoup, la notion du mindset financier, qui n'a rien à voir avec l'intelligence financière. Rien du tout. Et donc, les lecteurs me demandent comment on fait pour développer son mindset financier. Et c'est ça qui m'amène à écrire le livre Les pauvres sont égoïstes. Et dans ce livre-là, j'évoque encore une notion, c'est-à-dire ce qui est la compétence la mieux maîtrisée par tous les riches. La compétence en termes de vente. Parce que tous les riches sont d'excellents vendeurs. Et là, les lecteurs me posent une fois de plus la question de savoir, Valère, comment est-ce qu'on fait pour avoir un bon livre sur la vente? J'en avais marre de recommander les livres des Américains. Je cherchais les livres dans la communauté sur la vente, mais je n'en trouvais pas. Donc je me suis dit, bon, je ne suis peut-être pas le meilleur vendeur qui existe, mais j'estime que le peu que je sais, c'est le beaucoup de certaines personnes. Et j'avais conscience d'une chose, c'est qu'on n'a pas besoin d'être excellent avant de commencer à transmettre. J'ai dit, OK, j'écris ce livre, La vente comme un sniper, qui est disponible sur notre site internet argentlivre.com. Tu peux répéter? Vendre comme un sniper. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin d'être excellent avant de commencer à transmettre. C'est en transmettant qu'on devient excellent. Merci. En tout cas, c'est ce qui m'a toujours accompagné. Moi, je n'ai pas de problème à commencer avec un téléphone. Je n'ai pas de problème à commencer avec un t-shirt déchiré. Parce que pour moi, il n'y a aucun mal à commencer petit. Mais le problème, c'est que beaucoup de gens commencent petit, mais ils refusent de grandir. Et donc, j'écris ce livre-là. Ou ne commencent pas aux motifs qui sont petits. Voilà, exactement. Je fais une petite parenthèse, hein, parce que Mbeko et moi, on en parle régulièrement. Parfois, le mieux, c'est l'ennemi du bien. Oui. Beaucoup ne se jettent pas à l'eau parce que toutes les conditions ne sont pas réunies. Oui, tout à fait. Si toutes les conditions de l'atteindre, Mbeko et moi, on le sait, hein, que toutes les conditions n'existeraient pas. L'émission n'existerait pas. Déjà. On va citer les nôtres à agir dès lors qu'ils ont le feu en eux, qu'ils arrivent à constituer une équipe déterminée, volontaire, compétente un minimum, eh bien d'y aller, et que ce n'est pas le difficile, comme on dit, qui est l'horizon, le chemin qui est le difficile. Et c'est dans ce chemin, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en faisant qu'on se perfectionne. Comme tu en es la preuve, je te recède la parole. Ouais, merci. Donc, au-delà de ça, donc, quand je sors ce livre-là, il y a plusieurs questions qui reviennent. C'est, Valère, comment on fait pour écrire un livre qui impacte? Parce que nous sommes vraiment dans la logique d'écrire pour impacter. Écrire pour le beau, écrire pour le rêve. Bon, c'est pas notre ligne éditoriale de prédilection. Vous n'êtes pas une maison d'édition styliste? Non, pour le moment, le styliste, on n'y est pas. Voilà. Parce que pour moi, écrire pour le beau, c'est quelque chose qu'on lit lorsqu'on est rassasié. C'est comme du chocolat. On consomme du chocolat quand on est rassasié. Bon, moi, j'estime que lorsqu'on a une communauté, on a encore des besoins primaires. On doit lire pour… Mais pour aller dans ton sens, moi, je trouve que c'est très bien qu'il y ait aussi des ouvrages avec un style très direct. Parce que moi, j'ai eu l'occasion de lire les livres, parce que tu m'en avais offert l'année dernière quand j'ai participé à l'édition. Et c'est vrai que le style n'est pas au rendez-vous, mais c'est pas, pour moi, c'est pas négatif. Tant que ça permet de transmettre un savoir, de transmettre des informations importantes pour permettre au lecteur justement de s'améliorer. C'est ça. Donc il faut aussi entendre que la littérature, c'est pas que du style, c'est pas que de la forme, c'est aussi de l'information, c'est d'abord de l'information, et que dans votre maison d'édition Argent Livre, il y a de très bonnes informations. Merci, on reçoit, amen. Donc c'est dans cette logique-là alors que on décide de créer la maison d'édition. On a commencé petit parce que nous on avait vendu une chose, c'est que dès qu'on nous pose la question de savoir comment on fait 3 points de suspension, ça veut dire que l'argent n'est plus loin. Donc, par rapport à ça, quand on commence à me poser la question, Valère, comment on fait pour écrire un livre et tout,
C'est à ce moment que je mets de petits guillemets, c'est la personne qui partage une intimité avec nous va jouer un rôle très important sur notre destinée. Bien sûr. Parce qu'à ce moment-là, je me rappelle encore, on était dans la chambre d'étudiants de ma fiancée aujourd'hui, ça fait plus de 8 ans que nous sommes ensemble, qui à l'époque était encore ma copine. Elle me dit, il faut qu'on crée une formation sur comment écrire un livre. Avec notre expérience, on crée la formation, on donne la formation. Et moi, j'avais pour objectif, je donne cette formation et je m'arrête là. Sauf que, elle me dit non, ne nous arrêtons pas là. Accompagnons-les. Gratuitement. Je dis, comment ça gratuitement? Elle me dit, accompagnons-les gratuitement. Et laissons les résultats parler pour nous. J'ai dit, ok, on va le faire. Donc, on le fait. Et la magie va s'opérer. C'est que quand on finit, ben, en 28 jours, je tiens à préciser, il nous pose la question, bon Valère, on a fini d'écrire, on fait quoi? C'est quoi la suite? Ben, il faut éditer. C'est comme ça qu'on crée la maison d'édition. Donc l'étincelle, c'est Nelly. Oui. Ok. Elle y a été pour beaucoup dans ce que je fais aujourd'hui. C'est bien de lui rendre hommage. Ah oui, oui. Okay. C'est très important. Et derrière ça, on crée la maison d'édition. Quand on a fini d'éditer, ils me disent, Valère, c'est quoi la suite? Parce que lorsqu'on décide d'écrire un livre, on a 3 challenges. Le premier, c'est d'être vu. Si tu n'es pas vu, tu ne vends pas. Si tu ne vends pas, tu n'impactes personne. Deuxième challenge, c'est d'être lu. Et le troisième challenge, c'est de rester mémorable. Ça, c'est la partie que beaucoup d'écrivains oublient souvent. Mais pour ça, il faut communiquer. Et à ce moment-là, on n'avait pas trop de moyens, mais on avait le digital. Moi, je dis toujours qu'on a commencé avec le plus important qu'on avait, le téléphone portable, Internet, et le plus important, le cerveau en mode éveil. Parce que quand la tête est malade, c'est le corps qui souffre. Donc, on se lance sur le digital, on communique sur leurs ouvrages. Et lorsqu'on communique sur leurs ouvrages, d'autres personnes viennent. Ils disent, mais Valère, on voit que vous avez commencé à accompagner les auteurs. Comment on fait? Ça fait appel d'air. Exactement. Et là, on commence à faire payer. Et lorsqu'on commence à faire payer, c'est là que je comprends que le plus gros problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils cherchent tellement l'argent à tel point qu'ils finissent à gagner, c'est qu'ils gagnent très peu. Parce que lorsqu'on cherche trop d'argent, finalement, on n'en gagne pas. Première chose, c'est de s'intéresser aux gens parce que l'argent n'a pas les gens, ce sont les gens qui ont l'argent. Donc, si pour avoir l'argent des gens, il faut entrer en contact avec les gens. Donc, on communique, il y a de plus en plus d'auteurs qui viennent, mais on se rend compte que le digital ne suffit pas. Le digital, c'est bien beau, mais il faut aller au-delà de ça. Et on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre ces auteurs-là en lumière de la plus belle des manières? C'est là qu'en 2022, on se dit, on va créer un événement. Le week-end de l'écrivain, justement, jusqu'à présent, ça fait la 4e édition dont tu es le maître des cérémonies. Je regardais encore les photos, il y a un peu, tu as fait du chemin quand même. Et donc, on fait la première édition, mais la vision était déjà là. La vision pour cet événement, le week-end de l'écrivain, c'était que ce soit basé sur le socle du prestige. L'idée, c'est qu'on prenne des personnes lambda et qu'on fasse monter. Voilà pourquoi la première édition, on l'a fait au Hilton de la Défense. Je peux le dire aujourd'hui, la salle nous avait coûté à cette époque 3 800 €. C'était une belle somme pour nous. Et entre nous, soit dit, c'est pas qu'on avait trop d'argent, c'est qu'on était porté par une vision. Celle selon laquelle on aimerait que cet événement-là, d'ici 4-5 ans, que ça puisse tutoyer un événement tel que le Festival de Cannes. Ceci dans le but de donner une image de prestige aux auteurs. Parce que moi, je suis souvent allé aux événements autour du livre. Malheureusement, on s'ennuie. Très souvent, on s'ennuie. Il faut le dire. Moi, très souvent, après 1 heure, je m'ennuie. C'est poussiéreux. Voilà, exactement. C'est poussiéreux. Et nous, on s'est dit, on n'aimerait pas avoir ce même état d'esprit dans notre événement. Voilà pourquoi on a choisi un lieu qui avait quand même du cachet. Première édition, on avait 100 de personnes. On a commencé petit. On a toujours fait comme ça. L'événement, on le fait sur 3 pays, France, Burkina Faso et Cameroun, depuis le début. Ensuite, on s'est dit, bon, très bien, on a fait la 2e édition. Cette fois-ci, on a fait plus grand. Mais je suis obligé de raconter cette anecdote. C'est pour expliquer aux gens que lorsqu'une porte se ferme, c'est pour qu'une autre, c'est qu'il y a une porte plus grande qui va s'ouvrir. Et non, moi, je le traduis en NO, en anglais, N-O, Next Opportunity. Lorsqu'on décide de le faire en 2023, on décide de contacter un grand frère qu'on connaît tous, parce qu'on aimerait qu'il nous accompagne dans la communication.
Sauf que manque de bol pour nous, il ne fait pas le taf. Et il n'est pas le seul qu'on a contacté cette année-là. On a contacté quelqu'un d'autre aussi, toujours dans la communauté, qui, elle nous avait demandé un peu plus de 8 000 € qu'on a payé. Mais le travail n'a pas été fait comme il fallait. Mais ça nous a permis de prendre conscience de nos forces à nous. C'est là qu'on s'est retourné vers notre ami Herman Kamga de Copili.io. On lui a dit, gars, c'est chaud. Et à ce moment, on a développé notre stratégie et tout. Et cette année-là, on a pu réunir un 31 juillet, plus de 300 personnes au Hilton, cette fois-ci de Charles de Gaulle. Sachant que, à la base, cette année-là, on voulait faire l'événement encore au Hilton de la Défense. Sauf que lorsqu'on réserve, on avait payé 3 800 cash. À 3 mois de l'événement, on avait commencé la communication. Ils nous disent qu'on n'a plus la salle. On a le choix, soit on pleure, sauf qu'on s'en fout. Soit on s'est dit, voilà, on ne pleure pas. Cette fois, on se prend tout son sens. Ou alors, on se dit, qu'est-ce qui reste? C'est comme ça qu'on se retrouve à la Défense avec de nouveaux challenges. Et face à ces challenges, c'est comme ça qu'on contacte donc le frère de la communauté et la sœur de la communauté. Ça n'a pas donné des résultats, mais bref. Et on répète le schéma en 2024. Donc ça a été perte sèche avec l'un comme avec l'autre. Ah oui, perte sèche. L'un comme l'autre. 2 membres de la diaspora nés ici? Un né ici, l'autre pas né ici. Ok. Mais bon, je me dis toujours, partout, il y a du bon et du mauvais. On ne va pas dire que tous les afros, je sais que c'est que beaucoup achètent. Non, ce n'est pas vrai. Parce qu'à côté de ça, il y a beaucoup de monde qui travaille essentiellement avec les afros et ça se passe très bien. Donc voilà comment on répète cette fois-ci le coup pour 2024. On a pu réunir plus de 500 personnes, toujours au même endroit. Mais on a ressenti de l'ennui. Nous-mêmes, on s'ennuyait. Et même les participants sentaient qu'ils voulaient du nouveau. Et on n'a pas perdu de vue la vision. Voilà pourquoi, pour 2025, le 3 mai, on a décidé d'organiser le week-end de l'écrivain, cette fois-ci au Salon de l'Aveyron. Cette fois-ci, on est en plein cœur de Paris, dans le 12e arrondissement de Paris. Et bien sûr, les choses ont voulu. Moi, il dit qu'il faut venir prendre l'onction auprès des anciens. Donc, les choses ont voulu que Maître Mbeko soit celui-là qui donnera le mot d'ouverture, la lourde tâche. D'ouvrir le bal. D'ouvrir le bal. Ça montre en fait tout le respect et toute l'estime que moi et l'équipe, on te porte. C'est réciproque. Merci pour cet honneur. Hein. Donc, c'est important, c'est important. Donc, pour cette année, on attend plus de 1500 personnes au Salon de l'Aveyron. C'est un espace quand même qui a son cachet. Et pour nous, on estime qu'on n'a même pas encore commencé à travailler. Et que réponds-tu? Déjà, félicitations pour l'expression de cette résilience face aux difficultés que tu as trouvé à les transformer en tremplin. C'est une mentalité de gagnant auquel on se doit de tous aspirer. Ce n'est pas toujours évident de trouver les ressources mentales, d'où également l'importance d'être bien entouré. Maintenant, que réponds-tu à celles et ceux qui se demanderaient, au vu de toutes les propositions culturelles qui sont faites à l'échelle de la communauté afro, dont je ne citerai pas les initiatives spécifiquement, qu'est-ce que ton événement apporte de plus que les autres? Quelle est la valeur ajoutée? Qu'est-ce qui fait que s'il faut choisir un événement dans l'année, afro, ce soit le tien et pas un autre? Je crois que j'ai bien fait de venir sur la librairie africaine. Hein. C'est la question que j'attendais. Donc, merci pour la passe de Ludovic Herman. Alors, comme je disais en amont, la majorité des événements autour de la littérature africaine auxquels je suis allé, moi, je me suis ennuyé. Et comme l'a dit Maître Mbeko, moi, c'est poussiéreux, c'est poussiéreux. Et si vous voulez vivre une expérience immersive autour de la littérature africaine, au cours de laquelle on va pouvoir joindre l'utile à l'agréable, vous allez pouvoir rencontrer des personnes comme vous qui ont à cœur d'inspirer. Parce que je le dis, dans la communauté, on a besoin d'inspiration. Si vous avez besoin, au-delà de tout ça, de vivre une expérience autour de la littérature, au cours de laquelle vous n'allez pas du tout vous ennuyer, mais surtout vous allez apprendre et vous allez retrouver la motivation surtout de pouvoir développer vos projets une bonne fois pour toutes. Le week-end de l'équivalent de 3 mai, c'est de Place to Be. Parce que cette année, l'innovation, c'est quoi? Avant, ce qu'on faisait, c'était uniquement des conférences, ça s'enchaînait. Mais cette année, on a décidé de faire à la fois des conférences panels, mais à côté de ça, des masterclass. Et peut-être ce que certains vont découvrir aujourd'hui, c'est qu'on a l'honneur d'avoir Ludovic Herman qui donnera une masterclass sur le logos. Voilà. Donc, l'idée, c'est que ce ne soit pas uniquement autour, c'est certes, ce sera autour des auteurs qui ont écrit,
Mais on aura également, on estime que impacter ne se résume pas à l'écriture. Impacter, ça passe également par l'entrepreneuriat. Et plus tard, ça passe, on verra aussi sur le cinéma, mais on n'y est pas encore. Raison pour laquelle on a des entrepreneurs qui viennent du Canada pour donner des masterclass sur la bourse. On en a qui viennent des États-Unis pour donner des masterclass autour de l'IA. Donc c'est pour dire que chacun trouvera son compte. Autant pour tout ce qui est autour de la littérature, autant pour ceux qui souhaitent développer des activités ou apprendre des frères qui font dans des domaines aussi divers et variés tels que l'IA, la bourse, la formation en ligne, ainsi que le Logos. Donc voilà la touche d'innovation qu'on a apportée cette année et qui, je pense, permettra à chacun de trouver son compte. Et surtout, j'ai pour habitude de dire qu'on ne trouve pas les opportunités assis dans son salon. Moi, je t'ai rencontré, c'est un événement. Maître Mbeko, je l'ai rencontré, c'était aussi un événement. Donc je pense que si une personne veut rencontrer les bonnes personnes, il faut être au bon endroit. Et le 3 mai, ça sera The Place to Be. Magnifique. Parfait. Et en guise de conclusion, même si c'était déjà une belle conclusion, quel message adresserais-tu à la jeunesse dans son rapport à la lecture, dans son rapport aux mots, dans son rapport à la connaissance, s'il te plaît? Tu as des skills pour inciter les nôtres à lire davantage. Moi, je leur dirais même, ne lisez pas. Ne lisez pas. Parce qu'en fait, les gens ont l'impression que quand on leur demande de lire, c'est qu'on les supplie. Si tu ne lis pas, tu paieras les autres pour t'enseigner ce qu'ils ont lu. Parce que la vérité, c'est celle-ci. Comme le dit mon ami Amadou Seck, remplissez la tête et laissez la tête remplir les poches. J'irai plus loin. Plus tu sais, plus tu es, plus tu es, plus tu as. Parce qu'il y a quelque chose de fondamental que j'ai compris, c'est que dans l'environnement, on capte certaines informations. Ces informations vont structurer notre manière de penser. Cette pensée-là va avoir un impact sur les émotions qui vont nous habiter. Ces émotions vont se transformer en des actions. Ces actions, maintes fois répétées, vont devenir des habitudes. Ces habitudes vont forger notre caractère. Et c'est ce caractère qui va déterminer les résultats qu'on aura plus tard. Mais à la base, il y avait l'environnement. Donc la première chose qu'on doit faire, si on veut changer de vie, si on veut passer à un autre niveau, c'est de commencer par fréquenter des environnements différents. Donc si jamais tu souhaites changer de vie, l'environnement auquel tu dois te frotter ce 3 mai, c'est au week-end de l'écrivain. Je n'ai pas la prétention de dire que cet événement sera suffisant pour te permettre de passer à un autre niveau. Mais je sais une chose, c'est qu'en venant, il se passera quelque chose. Et parfois, on a juste besoin d'un petit déclic, d'une petite rencontre, d'un petit mot pour voir les choses différemment. Si tu as quelques doutes par rapport à ça, moi, je t'invite à faire une seule chose. C'est aller sur nos réseaux Argent Livre, YouTube, Instagram, Facebook. Mais ne pas aller voir la version de nous aujourd'hui. C'est d'aller au tout début. Il y a eu un chemin qui a été accompli. Mais ce chemin a été accompli parce qu'au fil du temps, on a rencontré certaines personnes, on a fréquenté certains milieux, mais aussi et surtout, on a bénéficié de certaines informations. Et ces informations nous ont transformés. C'est parce qu'on a été transformés qu'on peut avoir certains résultats. Sauf que pour être transformé, il faut avoir la bonne information. Pour avoir la bonne information, il faut être au bon endroit, au bon moment. Bref, rendez-vous sur le site internet argentlivre.com pour en savoir plus sur le week-end de l'écrivain. Merci à toi, Beko. Soyez nombreux pour le 3 mai, le week-end de l'écrivain. Vous pourrez retrouver toute l'équipe de la librairie africaine. Nous sommes partenaires et nous allons travailler avec Valère sur ce projet qui est ambitieux. Prenez le temps de vous renseigner sur Argent Livre. C'est une maison d'édition qui gagne à être connue, qui propose la lecture d'auteurs vraiment impactants. Intéressez-vous en profondeur au parcours de Valère, parce que c'est une personne qui est très inspirante et c'est une personne qui fait beaucoup de bien à notre communauté. Donc je vous invite vraiment à vous intéresser à son parcours, à vous intéresser à ce qu'il a fait et à suivre ses réseaux sociaux. Et quant à nous, la librairie africaine,
nous sommes toujours là à vous inciter à lire, à vous inciter à comprendre les différents auteurs qui composent notre panthéon et qui composent aussi notre vision contemporaine de l'Afrique et de la diaspora. Donc, il y a des morning routines. Donc, développer des morning routines, 15-20 minutes le matin, de tel ou tel ouvrage. Vous les connaissez, on répète jusqu'à l'épuisement les différents noms, mais on peut le dire. Frédéric Douglass, Bell Hooks, Aimé Césaire, Frantz Fanon. Il y a beaucoup d'auteurs. Cheikh Anta Diop, même si c'est un peu exigeant, mais c'est important de le lire. Bref, vous connaissez la suite. Prenez-vous au sérieux, on vous prendra au sérieux. Et sortez de votre zone de confort pour rencontrer des gens exceptionnels. Merci. Difficile de rajouter quoi que ce soit après ces tonitruantes et non moins riches conclusions, si ce n'est un petit élément. Pourquoi l'événement de Valère, qui se tiendra le 3 mai prochain, constitue de façon incontestable l'événement de l'année afro, en tout cas à mes yeux. Depuis que l'homme s'est levé et a pris son destin en main, c'est par l'écriture qu'il l'a fait. Les premiers à avoir initié cette élévation de soi, ce sont les Égyptiens. Beaucoup d'entre nous se réclament de l'Égypte antique. On a parlé de Cheikh Anta Diop qui a mis en lumière cette filiation. Mais combien savent que si l'Égypte antique a pris le monde à témoin pour faire émerger son génie, c'est parce qu'elle a compris que la vérité rationnelle, scientifique, ne pouvait être saisie que par l'écriture, pas par l'oralité. Le dieu Djéouti, ou Thoth, qui était à la fois le dieu de la vérité et de l'écriture. Et cette réalité-là a été ensuite récupérée, comme nous l'a enseigné Omotunde, aux Grecs. Les Grecs l'ont remis aux Romains. Les Romains en ont fait grand prestige, ils l'ont enterré. Les Occidentaux l'ont récupéré à la Renaissance. Révolution industrielle, grandeur de l'Europe, avec la barbarie que l'on connaît, colonisation, esclavage. Néanmoins, grandeur malgré tout. Ils vont dans l'espace. Mais derrière tout cela, c'est l'écriture. Et Valère, tel que vous le voyez, il a l'air frêle comme cela, avec son corps. Mais son esprit, sa volonté, son dynamisme, eh bien, a pris à bras le corps cet impératif. Et chaque afro, tous autant que nous sommes, nous devons prendre conscience de l'importance des mots, l'importance de l'écriture, l'importance de la lecture pour se réaliser. Soit, ça a été dit magnifiquement par Mbeko à l'instant, pour se réaliser sur le plan professionnel, sur le plan individuel, sur le plan émotionnel, sur tous les plans. Ce n'est pas l'union qui fait la force, c'est l'union des forts qui fait la force de l'union. Et un homme fort, c'est un homme qui s'est saisi de cette force que représente la connaissance, que représente le savoir. Et rien de tel ensuite que de transmettre ou de recevoir. Donc le 3 mai, tous ces paramètres seront au rendez-vous. Si vous n'êtes pas parmi nous, c'est que vous n'êtes pas dans le sens de l'histoire. Si vous n'êtes pas parmi nous, c'est que vous n'avez aucun goût pour l'excellence et pour l'élévation par soi. Participez à la 4e édition du Week-end de l'écrivain. Rendez-vous ce samedi 3 mai au Salon de l'Aveyron à Paris pour des conférences, panels et ateliers. Plus de 1500 participants attendus, des speakers de renom et une multitude de stands à découvrir. Inscrivez-vous vite sur argentlivre.com, les places sont limitées. Événement sponsorisé par Copili.io. Largement, la librairie africaine reste l'espace qui tord le cou à cette fatalité, l'espace qui vous encourage de façon définitive à ne plus vous enfermer dans un discours passif, à ne plus être dépendant des larmes, à ne plus vous mettre des boulets aux pieds que l'on appelle mémoire esclavage, mémoire coloniale, mais plutôt à déployer vos ailes. Nous sommes des lions ailés, prenons de la hauteur, et cette hauteur n'est accessible. Frédéric Douglass nous l'a enseigné, Sonny Laboutancy nous l'a enseigné, Aimé Césaire nous l'a enseigné, n'est accessible que par la lecture constructive, la lecture dialectique, la lecture critique, mais la lecture. En un mot, lisons pour devenir ou mourons. À très bientôt.